Bismillah. Un jour, un Nancy qui venait de se marier savourait le petit matin devant sa case. Au-dessus de l'aura feuillue, des restes de nuit s'accrochaient encore, tandis que l'autre côté, des perroquets bavards sabraient de verre la joue rose tendre du ciel. Anansi laissa traîner un œil sur le bras d'eau qui passait non loin de sa case. Celui-ci était toujours pressé de rejoindre son amante. La rivière qu'il rencontrait après un saut périlleux. Ensuite, les deux amants, bras dessus, bras dessous, s'en allaient paisiblement rejoindre leur père, le fleuve. Anansi remerciait Massa Goudou d'être encore en vie, lorsque la voix de sa dernière femme, Ifa, lui parvint depuis l'intérieur de la case, interrompant net son dialogue intérieur. Eh bien, mon homme, que fais-tu là? Rien, rien. Écoute-moi. J'ai rêvé cette nuit que je mangeais un bon morceau de maïpouri. Or, à mon réveil, j'ai cherché dans la réserve, il n'y avait rien. Tes deux autres femmes ont mangé tout ce que tu avais rapporté de la chasse, il y a à peine une semaine. Il n'y a plus rien de bon à manger. Je te rappelle que je suis enceinte, moi, et qu'il me faut de la force. Anansi tenta de protester, mais il reste du pack et d'autres morceaux de bonne viande. Et puis, tu sais que mon sou ne me permet pas de manger du maïpoul. Chip! Ifa se mit à crier et à pleurer. Si tu ne pars pas me chercher un maïpouri, j'irai dire à ma famille que tu ne me donnes pas à manger. Craignant que d'autres familles n'entendent le vacarme d'Ifa, Anansi se mit prestement debout. Il se rendit dans une toute petite case où il y avait son matériel de chasse, puis quittant le village, il se rendit chez son vieil oncle pour lui annoncer qu'il partait de nouveau à la chasse. Le vieil homme, assis devant sa case, le toisa de la tête aux pieds. Puis il cracha. Enfin, prenant son bâton, il parla à son neveu tout en martelant le sol. Tu ne peux aller à la chasse. Tu ne peux aller seul. De plus, ce n'est pas la période. En outre, tu as eu ta part de viande, tout comme les hommes du village, pour un mois au moins. Anansi osa insister. Mais Ifa est enceinte, elle veut manger du maïpouri. De colère, le vieil homme frappa Anansi qui fit un bond en arrière. Tu sais que notre sou, ici, nous interdit de manger du maïpouri, mais aussi de le chasser et de le tuer. Anansi repartit l'épaule basse. Sur le chemin du retour, près du village, il rencontra Ifa, qui allait laver son linge avec les autres femmes. Elle le toisa et ne lui sourit même pas. Anansi, tout décontenancé, se laissa tomber au milieu des racines d'un arbre cathédral et se mit à réfléchir. 10 minutes plus tard, il se redressa. Il avait un plan. Il courut cueillir une pelote de fil que sa grand-mère lui avait donnée jadis en cas de... Puis il s'enfuit dans la forêt. Anansi marcha toute une journée, sans voir un seul gibier. Il était étonné, car la forêt d'habitude, bruissante de mille cris, était aujourd'hui silencieuse. Nul oiseau ne sifflait. Les saimiri étaient silencieux. Les criquets se taisaient. Bref, tout était silence. Cela angoissait Anansi, qui décida néanmoins de monter un affût en face du point d'eau, là où les animaux viennent se désaltérer. Le grand midi était passé depuis longtemps déjà. Puis le ciel avait mis son pagne violet, sans qu'aucune bête ne vienne boire. Installé sur la grande branche d'un arbre dominant, le sentier qui aboutissait à l'eau, Anansi n'avait vu ni biche, ni pac, ni pakira, ni maïpouri. Il décida de prolonger son affût. Il venait à peine de s'installer confortablement lorsqu'un moustique le piqua. Il le tua d'une grande claque. Il y eut alors un grand bruit de chaîne qui tombe. Anansi, étonné, se retourna, cherchant d'où pouvait venir le bruit. N'entendant plus rien, Anansi chercha une posture confortable pour mieux surveiller l'eau. C'est alors qu'un autre moustique le piqua d'un revers de main et l'écrabouilla sur lui. Il eut au même moment un coup de vent tel qu'il faillit sur sa branche perdre l'équilibre. Anansi se rétablit péniblement, puis se mit à nouveau à l'affût. Cependant, se souvenant de sa grand-mère, il attacha la pelote de fil autour de ses reins. Il en déroula un très long morceau dont il attacha le bout à une branche. Puis il conserva près de lui le reste de la pelote que sa grand-mère avait qualifié de magique. Bien sûr, il n'y croyait pas vraiment, mais c'était en cas de. 1 heure passa, puis 2, puis 3, il n'y avait rien, rien qu'un silence étrange. Une petite voix disait à Nancy: rentre chez toi, ton compte de chasse est épuisé, tu n'as rien à faire là.
Mais Anansi décida d'ignorer superbement cette voix. Il s'imaginait revenant avec au moins un morceau du gros gibier, car il savait que tout seul, il pourrait le rapporter en entier. Il pensait à l'art de dissimuler les restes de sa prise aux yeux et à l'odorat des prédateurs. Il était au milieu de ses réflexions quand tout à coup, il entendit enfin un craquement. Mais chose étrange, l'essence du déplacement n'allait pas vers l'eau, mais vers l'arbre où il se tenait. Anansi pensa qu'un autre chasseur était venu le rejoindre. Il interpella l'autre. Oh, qui est là? C'est toi, Kouaba? Il n'eut aucune réponse, mais il distingua comme un souffle. Il l'interpella de nouveau, mais en vain. Hé, Kouaba, mon frère, que fais-tu ici? Tu es venu m'aider? Point de réponse, mais le souffle se rapprochait. Cette fois, Anansi eut peur. Il songeait à toutes les histoires que dans son enfance on chuchotait. C'étaient des histoires effrayantes, dont il avait fait semblant de rire, car juste avant son initiation de chasseur, il ne convenait pas qu'un vaillant jeune homme de 14 ans ait peur pour de quoi que ce soit. Les histoires de Maïtouboa, pourtant, avaient le don de mettre toute sa fratrie en émoi, car cette entité ne faisait pas de quartier. Il régnait sans partage sur la forêt et ceux qui l'avaient vu en parlaient à peine. Ils avaient alors des yeux fous. Ces souvenirs eurent le don de décontenancer encore plus Anansi. Il se mit à trembler de plus en plus. Fort, surtout quand il distingua deux yeux rouges au pied de son arbre. Pire encore, l'arbre tout entier tremblait comme si quelque chose ou quelqu'un grimpait de branche en branche. Une sueur froide coulait dans le dos d'Anansi. Son cœur battait comme un tambour contre ses côtes. Ses yeux agrandis fixaient le vide. Lorsqu'il sentit quelque chose de froid le frôler, il hurla, mais lança tout de même la pelote de fil qu'il avait précédemment ramassée devant lui, en direction de son agresseur. Enfin, il sauta dans le vide, s'écrasa au sol dans un roulé-boulet bruyant, coupa prestement le fil et courut droit devant lui sans se retourner. Il battit tous les records de vitesse, et nul ne sut jamais comment il parvint au seuil de sa case qu'il franchit précipitamment. Ifa, au bruit qu'il fit, se réveilla car cette semaine-là, elle partageait sa case avec lui. Et alors, où est le gibier que tu m'as ramené? Plus mort que vif, Anansi trouva encore la force de répondre. Tout est dehors. Je rentrerai cela demain matin, femme. Apaisé par la réponse, Ifa se rendormit. Il faisait jour depuis longtemps. Lorsqu'Anansi se leva en sursaut, Ifa n'était plus dans la case. Il sortit en tremble et découvrit avec stupeur sa pelote de fil artistiquement accrochée aux arbres, sa case formant le centre d'une grande toile. Dans sa hotte à viande et dans un crou-crou, des maringouins morts, des sauterelles et des mouches s'empilaient et débordaient. Point de maïpouli. Anansi baissa la tête. Il avait compris la leçon. C'est depuis ce jour que les araignées ne mangent plus de viande, mais seulement des insectes qui tombent dans leur toile.